Kherson est donc désormais isolée du reste du monde. Selon le média ukrainien Kyiv Independent, tous les canaux de communication auraient été coupés. Téléphone, radio, mobile, Internet. C'est donc une accélération des événements à laquelle on assiste ces dernières heures, alors que 25 000 personnes auraient déjà été évacuées. Ça, selon les autorités pro-russes de la ville, on fait le point sur ce qui se prépare à Kherson avec notre envoyé spécial sur place, Michel Scott. Les forces russes continuent de quitter la rive nord du Dniepr. Les autorités civiles pro-russes de la ville de Kherson font de même. Tout cela en franchissant le fleuve par différents moyens. Le grand pont Antonovski étant impraticable. Un système de ferry fait des allers-retours entre les deux rives et un ponton flottant aurait été mis en place également. Le problème qui se pose aux Russes maintenant, c'est de tenir la ligne de front pour protéger au maximum cette fuite vers l'arrière. Pas simple, d'autant que, d'après certaines sources du renseignement américain, ce seraient des détachements de conscrits nouvellement mobilisés qui auraient été envoyés en première ligne pour préserver ces unités plus professionnelles que les Russes avaient positionnées à l'origine dans cette poche de Kherson. Autant dire que si c'est vrai, ils ne tiendront pas longtemps face aux brigades d'infanterie ukrainiennes extrêmement aguerries si ces dernières devaient lancer l'assaut. Autre problème, celui du barrage de Karovka situé juste en amont de la ville. Il serait miné, il aurait été miné par les Russes et sa destruction créerait un chaos supplémentaire dont on ne voit pas très bien d'ailleurs en quoi il permettrait de sauver davantage cette armée en déroute, mais qui provoquerait un désastre auquel les autorités de Kiev devraient faire face. Voilà, les choses qui se précisent donc et qui semblent s'accélérer à Kherson. Tout d'abord, une réaction à cette dernière information qui est tombée, cette rupture volontaire manifestement des canaux de communication. Très clairement, on est sur le point de voir se dénouer ce qui se prépare depuis des semaines ici. Ça dépend qui coupe les communications. Est-ce que c'est les Russes ou est-ce que c'est les Ukrainiens? Est-ce que c'est les Ukrainiens pour protéger une offensive qu'ils seraient sur le point de lancer, ou les Russes, parce qu'eux aussi ont à protéger. Ils sont en fait probablement en train d'évacuer leurs unités qui étaient composées notamment de parachutistes. C'est que les Soviétiques ont été les premiers à avoir une armée parachutiste avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des troupes d'élite, ils ont besoin de les préserver. Visiblement, ils sont en train d'en évacuer une partie au milieu de la foule des gens qui sont déportés. Parce que les Ukrainiens ne peuvent pas taper dans le tas et tuer... oui, c'est une autre explication. Des civils. Alors, est-ce qu'ils sont en train, ce qu'allait dire Michel Scott, est-ce qu'ils sont en train de les remplacer par des malheureux conscrits, etc., qu'on enverrait totalement à l'abattoir? De toute façon, ils sont destinés à l'abattoir, les malheureux. Pour préserver une partie du corps de bataille actif russe, c'est possible. La question principale, c'est de savoir pourquoi les communications sont coupées, c'est-à-dire pour quel est le camp qui les coupe, ou alors si c'est les deux en même temps. Anne Kratz, on parlait de ces mobilisés russes envoyés comme chair à canon au front, et là, selon les informations dont on dispose, c'est effectivement ce qui va se passer à Kherson. Il va y avoir de lourdes pertes dans cette bataille, si elle a lieu. Si elle a lieu, et ça dépend aussi de l'endroit où elle aura lieu. Ça dépend de la distance à laquelle les Russes vont se retirer. Parce que s'ils se retirent très loin en arrière, ça voudrait dire que peut-être l'histoire du dam, du barrage, pardon, je fais du franglais, l'histoire du barrage à ce moment-là va devenir peut-être plus prégnante, parce qu'il est fort possible qu'ils aient décidé de faire sauter le barrage, et à ce moment-là, il faudra qu'eux-mêmes se retirent très loin, parce qu'ils seraient les premières victimes aussi. Donc, pour le moment, on ne sait pas, on attend, et les renseignements américains qui nous viennent pour la plupart de l'Institute for the Study of War sont quand même des renseignements qui sont en général extrêmement bien renseignés, mais il ne faut pas quand même oublier que ça provient d'une organisation qui a été fondée par une des familles les plus néoconservatrices de tous les États-Unis, la famille Kagan. Et en plus, le site est entièrement financé par les fabricants d'armes, les grands fabricants d'armes américains. Donc,
tout le monde se réfère à ce site-là, et c'est très bien parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres informations, mais des fois, il faut aussi savoir faire la part des choses et regarder un petit peu ailleurs pour comprendre exactement ce qui va se passer. Est-ce que vous nous dites, c'est quoi en fait? Quelle serait l'influence de cette famille et du lobby de l'armement sur cette source qui, c'est vrai, sert énormément puisqu'elle offre une cartographie précise de la ligne de front? Oui. Donc c'est peut-être la première fois dans l'histoire d'une guerre où les États-Unis sont en quelque sorte partie prenante, où c'est une organisation qui n'a pas l'imprimature du gouvernement, mais qui se place en tête de tous les autres organismes qui fournissent des renseignements au monde entier sur cette guerre. Alors je dis simplement, en quelque sorte, pour mettre en garde, pointer les choses, il s'agit quand même de des gens qui sont entrés extrêmement à l'extrême droite, qui sont à la tête de cet organisme. Et comme je dis cela parce que finalement tout cela est lié aux élections américaines qui vont se tenir dans 2 semaines, et la position des républicains par opposition à la position des démocrates, etc. Enfin donc, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais je voulais simplement souligner tout cela parce que je trouve qu'il est important de savoir qui est-ce qui nous dit quoi. Oui. Alors là, on a aussi tout de même effectivement les informations qui nous remontent du terrain, et normalement notamment nos envoyés spéciaux. Et ce pont, le seul qui était encore à peu près utilisable à Kherson, le pont Antonovski, qui désormais serait lui aussi miné, ce barrage hydroélectrique qui serait miné, maintenant ces canaux de communication qui sont coupés. Olivier Védrine, comment vous analysez d'ailleurs ce dernier événement, cette dernière information qui nous parvient? Plus d'Internet, plus de téléphone. C'est significatif. C'est ce que vous disiez, qui a coupé les moyens de communication? Est-ce que ce sont les Ukrainiens? Est-ce que ce sont les Russes? Dans les deux cas, chacun a une stratégie qu'il est en train de mettre en place. Les Ukrainiens, une offensive, les Russes, un redéploiement. Donc, et tout le monde veut protéger ses troupes et sa stratégie. Par rapport au barrage, là aussi, personne ne peut faire un pronostic exact. Staline avait détruit un barrage dans cette région-là aussi pour noyer et retarder l'avancée allemande. Il avait en plus détruit ce barrage sans avertir les populations. Donc c'est une chose qui peut tout à fait être aisément refaite. Donc là, on est dans l'expectative. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est certain. Il y a ce coup de téléphone entre Shoigu et le ministre français de la Défense. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est plutôt retenez-nous avant qu'on fasse un malheur? On n'en sait rien. On y reviendra à cela, mais on va rester effectivement sur ces derniers déroulements sur le terrain à Kherson. Avec vous, Général Chauvency, qu'on accueille à distance. Merci d'être là, Général. Comment vous interprétez effectivement ces derniers signaux qu'une bataille se prépare? Elle est imminente. Est-ce que les Russes semblent prêts à livrer le combat pour garder Kherson aujourd'hui? Il y a 2 solutions. La première, les Russes évacuent Kherson et ils en font une zone de fixation pour l'armée ukrainienne pour éventuellement frapper lourdement les forces ukrainiennes qui iraient dans la ville. Ça, c'est une première solution, enfin hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que les Russes tiennent la ville et font cette bataille que je qualifierais, moi, de fondamentale, essentielle, dans la mesure où le succès de cette bataille, qu'elle soit au profit des Ukrainiens ou au profit des Russes, amène forcément une conséquence politique. Il est certain que si les Russes tiennent jusqu'à l'hiver, avec des dates qui restent à relativiser, donc dans les prochaines semaines, Poutine aura gagné du temps pour réorganiser une armée, un pays qui est inapte à faire la guerre. Si les Ukrainiens arrivent à percer et à détruire ou à emprisonner une partie des forces russes, le résultat politique sera tel que finalement Vladimir Poutine sera obligé ou sera peut-être destitué. Il ne pourra vraisemblablement pas rester au pouvoir. Bien sûr, ce sont des hypothèses. Voilà, donc voilà la situation. Moi, j'en vois que 2. C'est soit les Russes se replient derrière le Dniepr, soit ils tiennent la ville de Kherson. Je dirais que pour moi, la solution la plus plausible, c'est que les Russes tiennent la ville de Kherson et infligent le plus de pertes possible aux Ukrainiens pour finalement légitimer leur guerre d'agression.
Et alors justement, dans ce contexte, tout de même, je me dois de vous poser la question, comment vous percevez ce coup de fil entre Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe, et notre propre ministre de la Défense aujourd'hui? Je suis un peu surpris, je dirais que peut-être c'est une réaction à ce que a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours en disant qu'il ne refusait pas les échanges, les négociations avec la Russie, ce qui me semble d'ailleurs un bon choix. On doit toujours laisser une opportunité à la négociation. Maintenant, je ne crois pas que la France soit le premier acteur concerné par ces négociations. Les acteurs du conflit, c'est l'Ukraine et la Russie. À ce titre, je ne vois pas en quoi la France, à part en tant que médiatrice, puisse agir. Si les Ukrainiens ne veulent pas négocier, ce que je comprendrais parfaitement, il serait anormal que la France s'immisce dans le processus. Aujourd'hui, et je reviens toujours à une idée que je développe depuis des semaines, c'est que s'il n'y a pas de victoire militaire d'un camp ou de l'autre, il ne peut pas y avoir de négociation. Donc je ne comprends pas tellement cet appel, dont je ne connais pas le contenu réel, entre ce ministre de la Défense russe et le ministre des Armées français. Donc voilà, j'ai une petite interrogation, mais je crois que les acteurs légitimes de la sortie de guerre, et non pas de crise, sont les Ukrainiens d'une part et les Russes d'autre part, d'une manière directe. En tout cas, rien qui puisse influer du côté français, vous le dites, sur le déroulement de cette bataille de Kherson spécifiquement. Restez avec nous, Général, parce qu'on a évoqué un thème central, bien sûr, dans cette guerre, c'est la destruction des infrastructures. Et parmi celles-ci, les infrastructures stratégiques comme les ponts. On le sait, la bataille se joue régulièrement entre les rives gauche et droite du Dniepr, et c'est le cas dans cette bataille de Kherson. On va en apprendre plus sur ces stratégies qui sont valables d'ailleurs de part et d'autre, côté ukrainien comme côté russe, avec ce reportage exceptionnel réalisé à Izium, dans la région de Kharkiv, par notre envoyé spécial Michel Scott. Empêcher l'ennemi de franchir les rivières, ces obstacles naturels, c'est l'un des enjeux de la guerre. Alors en Ukraine, on ne compte plus les ponts détruits, ceux qui ont été touchés par des frappes aériennes ou des tirs d'obus, et ceux qu'on a fait sauter à l'explosif face à l'avancée de l'adversaire. C'est ce qu'a fait l'armée de Kiev pour freiner l'offensive russe au début du conflit. Mais après avoir reconquis des pans entiers de territoire, il lui faut maintenant trouver des solutions pour circuler à nouveau, d'abord en contournant la difficulté. Et les Ukrainiens font donc preuve d'ingéniosité. Ils parviennent à faire traverser des dizaines et des dizaines de véhicules toutes les heures à travers cette rivière à l'aide de ces barges. Des sortes de pontons flottants, accrochés de chaque côté à une vedette fluviale datant de l'ère soviétique. C'est très pratique. Oui, ça nous aide beaucoup. On fait la traversée toutes les demi-heures environ. Mais ça ne suffit pas. Au fur et à mesure de la reconquête, il faut aussi reconstruire le plus vite possible ces ouvrages d'art, indispensables à la logistique et à l'acheminement des troupes. Ici, à Izium, le pont a été dynamité plusieurs fois, lors de la chute de la ville, puis à sa libération. Des ouvriers travaillent sur la structure qui s'est effondrée une quinzaine de mètres plus bas. On va tout refaire. Et est-ce que ça va être long? Je ne sais pas combien de temps il nous faudra exactement. Ça va dépendre de la météo et de la fourniture des pièces. Mais on va le faire. Et des centaines de chantiers de ce type ont été lancés partout en Ukraine, alors même que les bombardements continuent. Comme s'il n'était pas question d'attendre la fin de la guerre pour rebâtir le pays. Bon, Général Chauvency, vous êtes toujours avec nous. C'est un aspect essentiel de cette guerre. C'est le bombardement de ces infrastructures. Aujourd'hui, à Kherson, c'est d'ailleurs une des clés de ce qui est en train de se dérouler, cette traversée du Dniepr. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais quand même souligner, moi je suis assez admiratif devant cette ingéniosité ukrainienne à résoudre rapidement tous les problèmes d'infrastructure sur leur propre territoire, et notamment, je dirais, sans appel d'offres, sans limite administrative. Nous sommes en guerre et on doit répondre à la question de la survie de la nation. Et je dirais que c'est ce que je vois dans ce reportage qui est extrêmement intéressant pour, je dirais, la résilience de cette nation ukrainienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il va falloir... vous parlez du Dniepr, la question est un peu différente. Le Dniepr, en fait, c'est la condition, d'une part, du réapprovisionnement des troupes russes qui sont à l'ouest, donc de l'autre côté du Dniepr, du côté, effectivement, ce qu'on voit sur la carte, à l'ouest, le nord,
au nord des petites flèches bleues. Hein. Et puis, ça, c'est une première réponse. Et puis, d'autre part, si jamais les Russes étaient battus dans cette zone, c'est la capacité de franchissement des Ukrainiens vers le sud et vers l'est, et donc surtout vers la Crimée. Donc, la question est, l'état des ponts tels qu'ils sont, il y en a peu, pose problème. Ils ont été fortement endommagés, ce qui d'ailleurs porte préjudice à la résistance des forces russes, mais qui indirectement portera aussi préjudice à l'offensive des forces ukrainiennes. Donc nous sommes vraiment dans un vrai problème de franchissement, avec un fleuve qui fait entre 600 mètres et 1000 mètres de profondeur, en largeur, pardon, ce qui veut dire qu'il faut des moyens de franchissement. Et j'attirerai l'attention d'ailleurs, par exemple, que la France a livré ou va livrer des ponts justement flottants permettant le franchissement des coupures dites humides, comme on dit chez les militaires. Donc, l'enjeu prochain, et ce qui a bien été évoqué par votre reportage, hein, c'est que le pays ukrainien est soumis à de multiples coupures humides et qu'il faut avoir des capacités de franchissement. Et là, la question est de savoir, est-ce que l'armée ukrainienne est capable de mettre en place ce genre d'instruments militaires? C'est du génie, bien entendu, ça s'appelle le génie militaire. Et toute la suite des événements, des opérations militaires d'ici l'hiver, sera conditionnée par cette capacité à projeter ses forces au-delà du Dniepr, à condition, bien entendu, que les forces russes soient battues. Ce fleuve, le Dniepr peut devenir effectivement une frontière difficile à franchir pour les forces ukrainiennes si elles réussissent à reprendre sur la rive droite la ville de Kherson. Ensuite, là, la ligne de front peut être figée par cet obstacle naturel pendant longtemps. Pas une frontière, parce que ça traverse l'Ukraine, donc c'est pas une frontière, mais une voilà. limite, effectivement, parce que c'est vrai que c'est large, c'est très large, le Dniepr, et ça pose des problèmes techniques très compliqués, en particulier sous le feu ennemi, de construire des ponts, de lancer des ponts et de doter de moyens de franchissement. Donc oui, ça peut permettre de geler les opérations pendant un certain temps. Et comme dans l'intervalle, comme on l'a dit tout à l'heure, Poutine veut faire geler les Ukrainiens eux-mêmes pour qu'ils souffrent un maximum cet hiver, ça joue un rôle. Vous savez, ça me fait penser à ce dessin de Forain pendant la Première Guerre mondiale. On voyait deux poilus, et alors le premier fait au deuxième, il lui fait « pourvu qu'il tienne ». Alors l'autre répond « qui ?» Et le premier répond l'arrière, parce que la question est là. Les poilus, si vous voulez, c'est les Ukrainiens. L'arrière, c'est nous, l'Occident. Et le problème est de savoir si l'arrière tiendra. Le problème n'est pas de savoir si les Ukrainiens tiendront. Le problème est de savoir si l'arrière tiendra. D'où les problèmes posés, on l'a évoqué tout à l'heure, par éventuellement un blocage politique aux États-Unis, par exemple, des choses de ce genre, ou une faiblesse côté français, du genre, oui, mais bon, ça commence à coûter cher, et puis on va avoir froid cet hiver, C'est dans etc. l'intérêt des Russes d'imposer le statu quo de part et d'autre de ce Dniepr, en tout cas, dans cette optique dont vous nous parlez, d'instaurer la lassitude ça dépend s'ils entendent, comme le disait le général tout à l'heure, ça dépend s'ils entendent défendre Kherson, et en faire donc un mini-Stalingrad avec le risque inhérent, c'est-à-dire les soldats battus qui se rendent, ou s'ils sont en train, ce qu'on peut subodorer, s'ils sont en train d'évacuer une partie importante de leur corps de bataille qui était coincé là, pour ne laisser que des troupes résiduelles, etc. Auquel cas, oui, alors à ce moment-là, les Ukrainiens seraient de ce côté-là, directement sur la rive du Dniepr, avec le problème de le franchir. Général, en quelques mots, ce serait une opération très compliquée, très coûteuse en vie humaine, hein, si les forces russes se barricadent de l'autre côté, sur l'autre rive. Les forces russes, pardonnez-moi. La logique voudrait que les Russes aient anticipé cette possibilité et que ce soit fortifié, qu'ils se soient fortifiés dans cette partie du Dniepr, c'est-à-dire pour empêcher tout franchissement. Deuxième réponse aussi, les capacités de franchissement veulent signifier aussi qu'elles soient en nombre suffisant pour avoir un effet de masse. La question, même si j'ai évoqué la France avec ses livraisons de ponts flottants, ce ne sera pas suffisant. Je n'ai pas vu non plus d'ailleurs dans les livraisons américaines cette capacité de franchissement. Donc je dirais qu'on irait dans les semaines qui viennent, en fonction du choix militaire russe, vers quand même un gel du Dniepr, qui serait effectivement, comme l'avait dit Rémi Roffer, n'est pas une frontière mais une limite, et moi j'ajouterais une limite naturelle, difficile à franchir, qui fait que finalement
Poutine pourrait gagner du temps, pourrait gagner aussi, je dirais, la sécurisation de la zone qu'il a conquise, parce que le Dniepr ne sera pas franchi du jour au lendemain par les forces ukrainiennes. Pardonnez-nous, on manque vraiment de temps pour continuer. On se retrouve après une courte pause. Restez avec nous. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Votre programme avec